All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Mr. Ivetić, you may proceed. Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetić, le Président. Merci, Monsieur le Président. Avant de poursuivre, je voulais corriger un lapsus lorsque j'ai dit RM 141 à la page 44 du compte-rendu temporaire. Je voulais dire 147. Le Président, c'est pour cela que je ne le retrouvais pas, Maître Ivetić. Vous pouvez poursuivre, Maître Ivetić. Merci. À la page 44 326, messieurs les juges, nous avons entendu M. Tiger ouvrir le réquisitoire de l'accusation en parlant de 1993. Ensuite, vous l'avez entendu dire que Ratko Mladic s'est joint à l'entreprise criminelle commune en mai 1992. Alors, la position de l'accusation change une fois de plus à la page 44 389 du compte-rendu d'audience lorsqu'elle parle de 1991, une période antérieure au moment où, selon l'accusation, Ratko Mladic aurait rejoint l'entreprise criminelle commune. Ensuite, à la page 44 373, nous entendons que l'accusation veut rendre Ratko Mladic responsable de ces crimes en Croatie en 1991 et des crimes de Bosnie en 1991, page 44 389 et suivante. Après tout ce temps, messieurs les juges, mon client Ratko Mladic n'a pas encore été informé en bonne et due forme par l'accusation et équitablement de ce que l'accusation lui reproche et de la période que cela couvre. Je vous demande à vous, les juges, et au public, si cela est équitable. Cette semaine, M. Tiger a parlé de l'article 73 bis D et des arguments de la défense en ce qui concerne l'arc d'accusation. Ce faisant, il confond deux aspects distincts. D'une part, l'injustice des faits qui ont été supprimés de l'acte d'accusation, du fait qu'ils aient été abandonnés par l'accusation au titre de l'article 73 bis D, et d'autre part, le fait que ces aspects n'aient jamais figuré en bonne et due forme dans l'acte d'accusation. L'accusation confond le concept des exceptions préjudicielles visant à rectifier l'acte d'accusation et la situation où nous nous trouvons maintenant, où aucune charge ne peut être retenue et l'accusation ne peut être retenue lorsque les moyens de preuve présentés ne correspondent pas à l'acte d'accusation. Les règles de ce tribunal prévoit que l'accusé ne peut être obligé à se livrer à des conjectures pour savoir exactement de quoi il est accusé, ni être obligé à préparer une défense alternative entièrement nouvelle parce que le procureur n'a pas réussi à exposer clairement sa thèse. Affaire Simic, paragraphe 71, le jugement en appel. En outre, l'accusation est dans l'obligation de connaître son dossier avant le procès et ne peut omettre des aspects essentiels aux accusations principales de l'acte d'accusation pour adapter sa thèse à l'accusation en cours de procès selon les preuves. Jugement en appel Djordjevic, paragraphe 573. Jugement en appel de Simic, paragraphe 71. Il est question de cela à ces paragraphes. Examinez en présent ce que nous a dit M. Tiger lundi, à savoir que les parties biffées de l'acte d'accusation sont présents effacées et que les parties vides, qui n'étaient jamais écrites dans l'acte d'accusation, sont toujours d'actualité.
Page 44 384 du compte-rendu d'audience. Mais selon cette logique, une feuille blanche ferait un acte d'accusation valable. Assurément, cela n'est pas conforme à la jurisprudence. Mais important, compte tenu de ce que nous a dit M. Tiger à ce moment-là, pourquoi les faits biffés dans l'acte d'accusation se retrouvent à nouveau dans le mémoire en clôture de l'accusation. M. Tiger a parlé lundi de la Croatie, 91, et a parlé de l'implication éventuelle de M. Mladic dans des crimes en Croatie. Rien de tout cela ne figure dans l'acte d'accusation. Nous en avons parlé lors d'une conférence de mise en état, compte rendu d'audience 326 à 327, pour vous demander d'empêcher cela. Et vous avez rejeté notre demande en disant que seul l'acte d'accusation peut accuser la personne qui est jugée et qu'aucun changement ne peut être, aucune modification de fond ne peut être apportée. Mais que des faits historiques en dehors de la période couverte peuvent être nécessaires pour le contexte. Ensuite, en clôture de la présentation des moyens, nous nous sommes plaints et nous avons demandé de statuer sur la question. Et vous avez changé votre position. Notre demande était au compte-rendu d'audience, page 20 316 et 20 320. Et vous avez changé votre avis au sujet de l'utilisation qui peut être faite des faits historiques. Maintenant, M. Tiger veut une responsabilité pénale. Pour cela, à ce jour, nous n'avons pas pu faire appliquer les parties du règlement régissant le Conseil judiciaire, les actes de procédure, pour nous aider à savoir quelles sont ces preuves relatives à la Croatie. Est-ce que M. Mladic peut être condamné sur leur base? Et pourquoi cela n'est pas donc à l'acte d'accusation? De la même façon, le témoin RM 518 est utilisé comme témoin 92 quater, que l'accusation présente non seulement pour 91 et la Croatie, mais également pour chercher à prouver des parties générales de l'entreprise criminelle commune globale. Une telle preuve est recevable sous forme écrite uniquement, et les preuves non corroborées au titre du 92 quater ne peuvent pas être utilisées comme base pour une condamnation. Milutinovic, volume 3, 26 du 2 2009, paragraphe 243. Toutefois, dans le mémoire en clôture de l'accusation, le témoignage de RM 518 est cité 17 fois. 5 citations ne sont absolument pas corroborées. Les citations en note de bas de page 765, 769, 771, 773 et 794 du mémoire de l'accusation. Et 2 citations ne prouvent pas l'affirmation du procureur. Note 9 et 763. Et ni le mémoire d'avant-procès ni le résumé 65 terres ne décrivent complètement la manière dont le témoignage de RM 518 serait être présenté pour prouver des éléments de fond. Certaines des affirmations dans le mémoire en clôture de l'accusation ont trait à des actes directement, des actes directs reprochés à l'accusé par le biais de ce témoin 92 quater non corroboré. Est-ce que c'est suffisant pour emporter une condition? Non. Et nous avons, et c'est encore plus bizarre, entendu M. Traldi dire, 44 399 du compte-rendu, que même les faits non répertoriés peuvent corroborer les preuves. Donc, selon cette logique, les passages éliminés de l'affaire et non répertoriés qui ont été abandonnés au titre du 73D ne sont pas éliminés de l'affaire. Et vous devez pouvoir vous fonder sur eux pour corroborer les crimes et le cesser. Il faut se décider, Monsieur le Président. La jurisprudence du TPY montre que l'accusation n'est pas autorisée à présenter des moyens de preuve
sur des parties de l'acte d'accusation qui ont été éliminées au titre du 73D. Le juge Flug, une petite correction. Est-ce que vous parliez à la page 61, ligne 4, d'incidents répertoriés ou de faits répertoriés ou non répertoriés? Maître Vetic, je voulais dire non répertorié, pas répertorié. Merci de l'avoir signalé, Monsieur le Président. Unless the strike that. Maître Vetic, d'autres affaires au TPY montrent clairement que l'autorisation n'est pas autorisée à présenter des moyens relatifs à des passages de l'acte d'accusation exclus au titre de l'article 73 bis D, à moins qu'elle ne demande à ce que ces moyens soient présentés oralement, y compris au titre de l'article 73 bis F, et obtiennent une décision du tribunal l'y autorisant. Mais ce n'était pas le cas ici. Dans l'affaire Milutinovic et consorts, la Chambre, après avoir entendu les arguments des parties, conformément à l'article 73 bis, a décidé de limiter l'acte d'accusation et la présentation des moyens d'accusation en excluant les chefs d'accusation relatifs à Ratchak, Padalichte et la prison de Dubrava. Ensuite, lorsque l'accusation a cherché à présenter des moyens qui avaient trait à Ratchak et Padalichte en procès, la Chambre est intervenue et lui a interdit, coupant court à sa tentative de contourner subrepticement cette décision au titre de l'article 73 bis D. Et dans ce cas, dans cette affaire, l'accusation cherche à réintroduire des faits qui avaient été éliminés. Selon le statut du tribunal, le général Mladic doit recevoir un traitement égal à celui des autres accusés qui ont comparu, et donc ses droits ne doivent être ni dilués ni limités en ce qui concerne la capacité de l'accusation à parler de faits non répertoriés qui ne figurent pas à l'acte d'accusation ou des affaires qui étaient à l'acte ou des faits qui étaient à l'acte d'accusation mais qui en ont été retirés en application de l'article 73 bis D. Et pour voir la manière dont l'accusation a appliqué cet article à notre affaire, lorsque l'accusation a demandé une réduction des chefs d'accusation au titre de cet article, elle a promis que si elle présentait ou se fondait sur des moyens dérivant des chefs d'accusation abandonnés, elle en donnerait notification dans des résumés au titre de l'article 65 ter, avant de le faire. Elle ne l'a pas fait et maintenant se fonde dans le mémoire en clôture sur des preuves relatives à pas moins de 2 centres de détention abandonnés à Sokolats. C18.1 et C18.2, 4 centres de détention à Kotorvaros. C11.1, C11.2, C11.3, C11.4 et 5 centres de détention non retenus ou abandonnés à Sanskimost. C17.1, C17.2, C17.3, C17.4 et C17.5. Cela fait un total de 11 centres de détention abandonnés préalablement. Mais M. Tiger nous a dit que tout ce qui est abandonné dans l'ordre du jour reste en dehors. Alors, il faut se décider. L'accusation veut avoir tout ce qui manque à l'ordre du jour, tout ce qui a été abandonné, et tout le reste. Comment M. Mladic serait-il censé savoir contre quoi il doit se défendre dans le cadre d'un tel scénario? Je ne vous parle pas ici d'une situation hypothétique où je ne me livre pas à un exercice universitaire, car je vais vous donner des références exactes du mémoire en clôture de l'accusation. Au paragraphe 1235, on trouve 8 accusations complètement nouvelles concernant des mosquées
pour lesquels la responsabilité pénale serait engagée concernant Srebrenica. Or, ces mosquées ne se trouvent nulle part dans l'acte d'accusation. Alors, l'accusation doit vraiment être dans ses petits souliers, trembler dans ses petits souliers de tous ses membres et même ne plus tenir debout face à la perte potentielle de Srebrenica pour décider de créer la surprise en introduisant la destruction de ces mosquées dans le débat. Où en sommes-nous? Est-ce que nous en sommes à une recherche de réouverture d'un nouveau procès? Ce qui nous contraindrait à assurer la défense par rapport à ces nouvelles accusations? Est-ce que cela est une preuve d'équité si l'on ne nous accorde pas la moindre chance? Alors, ce n'est pas tout. Quand on se penche sur l'annexe B de l'acte d'accusation concernant les mosquées et qu'on la compare aux mémoires préalables au procès de l'accusation, on découvre que les chiffres concernant le nombre de sites religieux affectés ne correspondent pas dans les deux situations. Si l'on prend en compte Cluj, Kotor-Varoš, Sanski Most, Vlasenica et Ilidža. Alors, pourquoi est-ce que ces chiffres sont si différents? Par rapport à quel chiffre est-ce que nous devons maintenant assurer notre défense? Nous sommes dans une situation intenable. Dans notre mémoire en clôture, pages 6 à 9, nous évoquons d'autres charges pour lesquelles il n'y a rien d'écrit, pas un seul mot, dans l'acte d'accusation, s'agissant des sites allégués pour la commission des crimes. Comment est-ce que l'on peut être maintenu dans ce suspense jusqu'à la toute fin d'une affaire sans savoir contre quoi on est appelé à se défendre? Il y a des chefs d'accusation entiers qui n'ont fait l'objet d'aucune notification. Cette pratique rend les dispositions relatives à la notification et à la protection du tribunal totalement vides de sens. Est-ce que c'est cela le genre de thèse de l'accusation que vous voulez endosser et voir considéré comme le couronnement de vos carrières judiciaires respectives? Vous avez déjà entendu M. Lukic parler de présenter, dire, correction de l'interprète, combien les arguments de l'accusation étaient incroyablement vagues et nébuleux et même bavard par rapport à l'acte d'accusation concernant l'entreprise criminelle commune. Monsieur le Président, Messieurs les juges, vous vous rappelez les débats qui ont porté sur le fait que l'accusation était incapable de fournir davantage de détails. Vous serez peut-être choqués, comme nous l'avons été, de découvrir dans le mémoire en clôture de l'accusation que désormais celle-ci dispose des noms précis, des postes précis occupés par les personnes membres de l'entreprise criminelle commune, alors que ces éléments ne figurent pas dans le détail dans l'acte d'accusation. Prenez Srebrenica, par exemple, le paragraphe 1066, 1080, 1086. Il y a environ une dizaine de noms qui n'ont jamais été précisés dans l'acte d'accusation et qui ont été identifiés pour la première fois formellement comme membres de l'entreprise criminelle dans ce mémoire en clôture de l'accusation. Est-ce que c'est juste? Certaines de ces personnes ont été des témoins à charge qui ont nié avoir participé un tant soit peu à l'entreprise criminelle commune. Comment la défense peut-elle faire convenablement son travail dans ces conditions? Lundi dernier, pendant l'une des suspensions d'audience dans la présente procédure, mon client m'a demandé, mais Dani, est-ce que le président Karadzic va venir ici plus tard pour se défendre en personne contre M. Tiger ou est-ce que nous devons défendre M. Karadzic dans nos arguments en clôture? Effectivement, Monsieur le Président, Messieurs les juges, je comprends que M. Tiger est intervenu, a agi dans l'affaire Karadzic plus longtemps qu'il n'a été présent dans l'affaire Mladic et qu'il en a peut-être gardé un état d'esprit bloqué à ce niveau-là. Mais je ne peux penser à aucune autre possibilité, à savoir qu'il essaye de jouer sur les émotions après avoir rédigé le jugement qui a permis de déclarer M. Karadzic coupable et
à présent, il ne veut pas entrer en contradiction avec la rédaction du jugement qui est déjà en cours de rédaction alors que nous parlons ici. Il est clair que l'accusation s'efforce de manipuler la réalité de la situation. Maintenant, nous avons évoqué ce principe à plusieurs reprises, mais je voudrais y revenir, le principe du devoir de sincérité. Ce principe est désigné par des dénominations différentes selon les systèmes judiciaires. J'aimerais donc y consacrer quelques temps. Le devoir de sincérité, c'est un devoir qui existe depuis très longtemps dans le droit, s'agissant du comportement des procureurs et que l'on voit expliquer parfaitement bien dans l'affaire de 1935, Burger contre les États-Unis. Et en l'espèce, vous voyez les images qui sont à l'écran, la clé de ce principe repose sur les intérêts du procureur qui, lorsqu'il considère qu'il ne peut pas l'emporter dans une affaire, n'est pas autorisé à s'écarter de la justice et doit s'abstenir d'utiliser des méthodes irrégulières destinées uniquement à lui assurer une déclaration de culpabilité sur des bases erronées. En vertu du droit américain, le devoir de sincérité est à appliquer dès lors qu'un comportement irrégulier d'un procureur semble exister, notamment lorsque ce dernier adopte des positions contradictoires dans deux procédures pénales différentes engagées contre deux accusés différents. Smith contre Gruss, 205F.3D 1045, 8e circuit 2000. C'est un parfait exemple de cette situation. Ce devoir de sincérité repose sur la nécessité d'informer correctement la Chambre au sujet des faits des faits et du droit dans le cadre d'une affaire, de façon à ce que les juges parviennent à des conclusions exactes dans leur effort pour rendre une justice exacte. La Cour suprême, dans Brady contre Maryland 373 US 83 en 1963, a indiqué ce qui suit: la société emporte la victoire non seulement lorsque le coupable est déclaré coupable, mais lorsque les procès pénaux sont équitables. Notre système d'administration de la justice souffre lorsqu'un accusé est déclaré coupable et est traité, correction de l'interprète, de façon inéquitable. Avec le respect que je dois à la Chambre, j'indique que le devoir de sincérité ne repose pas sur le fait que l'accusation garde le silence ou dissimule des faits matériels et des faits de droit susceptibles d'assister la Chambre et d'éviter de l'induire en erreur. Nous n'avons pas examiné dans le moindre détail tous les systèmes judiciaires du monde, mais nous avons fait quelques recherches et découvert que ce devoir existe sous diverses dénominations aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie, en Afrique du Sud, au Kenya et en Irlande, entre autres. Et ici, nous voyons, sur la base des directives des Nations Unies quant au rôle des procureurs adoptées par le 8e Congrès des États-Unis sur la prévention du crime et le traitement des présumés coupables, en 1990, nous voyons un libellé qui ressemble beaucoup à ce que je viens de vous citer. Encore une fois, dans la jurisprudence canadienne, 61 CCC 224 de 1934, nous voyons que les poursuites au pénal ne sont pas une compétition entre individus et que l'accusation ne doit pas se donner pour but unique d'aboutir à une déclaration de culpabilité. Elle doit également rechercher la vérité. Monsieur le Président, Messieurs les juges, j'affirme que certaines des tactiques de l'accusation et de ce qui s'est passé dans le cadre de la présente procédure doivent être examinées au vu de l'existence de ce devoir de sincérité dont j'ai déjà parlé. Mais j'aimerais souligner ce qui suit. S'agissant de prix et d'or dont nous reparlerons plus tard, c'est un exemple de présentation d'éléments de preuve entachés d'erreurs et de théories incompatibles auxquelles nous avons assisté, théories qui ne concordaient pas avec d'autres déclarations de culpabilité dans d'autres affaires jugées par ce tribunal.
où les auteurs étaient des membres civils du MOOP, alors qu'en l'espèce, ils sont transformés en membres de la VRS. Nous explorerons davantage ce sujet lorsque je parlerai plus en détail de Priodor, mais pour le moment, je dis simplement qu'au paragraphe 33 de son mémoire en clôture, l'accusation indique que M. Mladic aurait participé à la gestion, à la direction d'Omorska et de Keraterm, et que Mladic serait responsable du nettoyage pratiqué dans ces camps avant la visite de la Croix-Rouge. Jusqu'où, dans ces éléments de preuve, l'accusation va-t-elle aller? Nous avons la pièce P2432, qui est un témoignage sous scellé d'un témoin à charge, et c'est M. Tiger qui présente cette pièce à conviction, qui auditionne ce témoin, et dans l'élément de preuve qu'il présente, Jouplianin est déclaré être celui qui a ordonné le nettoyage de ces installations avant la visite du CICR, et donc ce n'est pas Mladic. Et dans le même élément de preuve, Drljača est présenté comme le civil du MOOP qui dirige ces installations. Alors, est-ce que la thèse de l'accusation est en si mauvaise posture que l'accusation doit refaire l'histoire et présenter des éléments de preuve contradictoires pour charger deux personnes d'un seul et même acte? Mais voyons maintenant ce qu'il en est de Srebrenica. Pendant le procès, les démographes de l'accusation ont joué beaucoup sur les chiffres et s'agissant des victimes de Srebrenica, ils ont considéré que 70% des victimes présumées des incidents de Srebrenica étaient des soldats de l'armée de Bosnie-Herzégovine. L'expert de la défense a expliqué cela. Rappelons-nous que s'agissant des victimes et des corps exhumés dans les fosses communes de Srebrenica qui ont été enregistrés, il y en a qui avaient été tués dans les années précédant 1995, pièce D 344 versée au dossier et paragraphe et mémoire en clôture de la défense. Retour en audience publique.
Le greffier, nous sommes de nouveau en audience publique. Le président, je vous remercie. Maître Ivetic, monsieur le président, messieurs les juges, au paragraphe 1580 du mémoire en clôture de l'accusation, celle-ci a réduit le nombre des victimes de Srebrenica à 5 956. Et pourtant, l'autre jour, dans ses arguments, M. McCloskey a une nouvelle fois cité un chiffre, je cite, supérieur à 7 000 victimes, fin de citation. Gardons, Monsieur le Président, messieurs les juges, en mémoire les arguments de l'accusation et de leurs démographes experts s'agissant d'identifier les victimes des crimes de Srebrenica. Nous sommes là dans un exemple de situation dans laquelle l'accusation se trouve contrainte de gagner et d'obtenir une déclaration de culpabilité. Ça, c'est la position de l'accusation. Et nous sommes en présence d'une situation où le général Mladic a été vilipendé dans les médias, étant donné que le président Meron a assuré publiquement aux victimes que M. Mladic serait traduit en justice, étant donné que le président Aegis de ce tribunal a déjà déclaré M. Mladic coupable de crimes dans l'affaire Popovic, sans que M. Mladic ait la possibilité de se défendre. Les pressions politiques en vue d'obtenir une déclaration de culpabilité sont particulièrement importantes. Le juge Fluge, Maître Ivetic, vous verrez que vous devez ralentir. Maître Ivetic, merci, monsieur le juge, toutes mes excuses. Parlons maintenant de Kalinovic, ville d'origine du général Mladic. L'accusation que vous avez face à vous a déposé une requête en vue d'obtenir de vous que vous dressiez un constat judiciaire d'un fait déjà jugé dans l'affaire Galic concernant 4 mosquées dont les noms sont donnés à Kalinovic qui ont été détruites par les forces bosno-serbes. À cette époque-là, à l'époque, donc, l'accusation a obtenu une décision de votre part qui faisait droit à leur requête et ils avaient déjà en leur possession un rapport d'Andreas Riedelmeier dans le cadre de l'affaire Karadzic qui indiquait qu'après examen précis, la 4e mosquée citée n'avait jamais existé et n'avait donc pas jamais pu être détruite. L'accusation n'a rien fait suite à cela. Elle a cité à la barre un témoin de Kalinovic, RM 034, et avec une ruse particulière, elle lui a posé une question directive, je cite, « Qui a détruit les 4 mosquées de Kalinovic ?» Fin de citation. Question à laquelle le témoin a répondu en confirmant que les 4 mosquées avaient été détruites par les Serbes de Bosnie. Et l'accusation suite à cela a gardé le silence. Dans l'article 98 bis 1 du règlement, j'évoque un point en indiquant que la 4e mosquée n'existe pas. Au moment où je vous parle aujourd'hui, l'accusation n'a toujours pas pris la moindre mesure pour reconnaître ce fait ou chercher à abandonner la charge concernant une mosquée qui n'existe pas. Alors, est-ce que l'on peut dire dans ce cas que le devoir de sincérité est respecté avec le respect que je dois à la Chambre et pour cette seule raison, pour les raisons que je viens de citer, un acquittement s'impose. S'il n'est pas prononcé, la réputation des juges de cette Chambre sera entachée, portera une tache noire et une tache qui marquera le discrédit des juges pour très longtemps, ainsi que l'héritage de ce tribunal. Et vos noms, vos réputations seront inséparables de ce jugement. Ne laissez pas vos réputations et vos noms être ternis de cette façon. Parlons maintenant du génocide.
Dans son mémoire en clôture, l'accusation s'est centrée sur les allégations de génocide uniquement et l'analyse des événements qui ont eu lieu à Prijedor. Encore une fois, l'autre jour, cette semaine, l'accusation a cité Prijedor comme l'exemple central de leur thèse concernant le génocide dans diverses municipalités. Ce faisant, elle a permis de penser qu'elle était incapable d'apporter des preuves matérielles concernant cette charge de génocide dans d'autres municipalités figurant à l'acte d'accusation. De même, une analyse d'une seule municipalité, celle de Prijedor, sape à la base l'affirmation de l'accusation selon lequel il y aurait eu un schéma de comportement dans 6 municipalités identifiées. D'après les moyens de preuve de l'accusation sur le génocide. L'autre jour, nous avons entendu l'accusation dire que la Chambre de première instance constatera peut-être que le chef 1 a été prouvé sur la base d'éléments agrégés, en prenant certaines parties des meilleures preuves de différentes municipalités, de les utiliser ensuite avec Prijedor pour tirer des conclusions sur le caractère systématique de ces crimes. Il ne s'agit certainement pas du critère qui peut être retenu de sélectionner les éléments de preuve qui ne correspondent pas aux critères retenus pour le génocide. S'il existe des éléments de preuve qui prouvent le contraire, à ce moment-là, il s'agit du doute raisonnable. Si dans une municipalité particulière, cette accusation est portée et on doit prouver qu'il s'agit du génocide, c'est à l'accusation qu'il revient de prouver l'accusation et non pas de procéder à une agrégation de différents éléments en se fondant sur des mauvaises preuves pour les relier par rapprochement avec les éléments de preuve qui sont bons. La raison pour laquelle l'accusation souhaite cela, c'est parce qu'elle a présenté très peu d'éléments de preuve sur la plupart des municipalités. Également, il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes. Messieurs les juges, il s'agit du doute raisonnable. S'il s'agit du sommet de la pyramide, et dans ce cas, il faut prononcer un acquittement. L'intention spécifique, ou ce qu'on appelle dolus specialis, ou le dol spécial, est ce qui distingue le génocide d'autres interdictions criminelles. Il s'agit d'une forme aggravée d'intention et exige non seulement l'intention des faits, mais également l'intention de connaître les actes dans le but de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux en tant que tel. Cette intention doit vouloir détruire un groupe en tant qu'entité séparée et distincte et prendre pour cible des individus en raison de leur appartenance à un groupe. L'intention spécifique ne peut pas être établie en l'espèce. Lorsque vous examinerez les actions et les déclarations dans leur propre contexte, vous constaterez qu'il n'y a pas eu une intention de détruire les musulmans et les Croates de Bosnie, dont était animé M. Mladic. Messieurs les juges, à son poste de commandant de l'état-major principal, le général Mladic aurait pu donner des ordres pour commettre ces crimes épouvantables. Mais ce n'est pas ce qu'a fait Mladic. Bien au contraire, il a toujours insisté pour que la VRS se conforme aux conventions de Genève et aux lois et coutumes de la guerre. Et ce qui est encore plus important, Mladic a donné des ordres pour protéger la population civile. Nous disposons de documents et de témoignages multiples à cet égard. Par exemple, le 23 juin 1992, l'accusé a ordonné à la brigade de Rokatica de prendre des mesures nécessaires pour protéger la population musulmane dans les villages de Bourati, Verparier, d'éventuels actes de violence de la part d'individus. Il s'agit du D1514, pages 1 et 2. S'agit-il là d'éléments de preuve qui prouvent qu'il était animé de l'intention de détruire les Croates et les musulmans de Bosnie? Non. Messieurs les juges, l'accusation avance que l'intention peut être déduite des déclarations faites par M. Mladic.
En affirmant cela, l'accusation souhaite que vous compreniez ces déclarations en dehors de leur contexte et que vous fassiez fi de toute autre déclaration ou d'éléments de preuve indiquant le contraire. L'accusation ne peut pas procéder ainsi. L'accusation doit prendre ces déclarations et les analyser et les examiner dans la totalité en les mettant dans leur contexte. Paragraphe 550 du jugement dans l'affaire Karadzic. Nous avons constaté cela lorsque la réunion à l'hôtel Fontana doit être prise dans son contexte global. Par exemple, l'accusation a interprété de façon erronée l'intention de Mladic à tel point qu'elle impose un libellé ou des propos qu'on ne peut pas lui attribuer afin de prouver le dol spécial. Par exemple, contrairement à ce qui est allégué au paragraphe 381 de leur mémoire en clôture, Mladic n'a pas dit que tous les musulmans et croates de Bosnie étaient des ennemis, encore moins des ennemis historiques du peuple serbe. Tout au contraire, à la pièce P00431, page 33, M. Mladic a dit « Nous ne souhaitons pas avoir une guerre contre les musulmans en tant que peuple ou contre les Croates en tant que peuple, mais contre ceux qui ont dirigé et monté ce peuple contre nous. » L'accusation n'a pas non plus placé dans leur contexte la déclaration de Mladic qui précisait que toutes les actions étaient justifiées compte tenu de la menace d'un génocide. Page du compte-rendu, page du mémoire en clôture, paragraphe 380 du mémoire en clôture de l'accusation. Le rapport est en fait dans le cadre duquel cette déclaration a été recueillie, a été rédigée pendant un conflit initié par le SDA contre le SDS et le peuple serbe en Bosnie afin de les contraindre à accepter la domination politique du SDA. C'est dans ce contexte que Mladic a fait l'éloge du peuple serbe de Bosnie parce qu'ils ont opposé la résistance et contre la menace perçue de soumission et ont avancé dans le sens de la création d'une communauté démocratique dans laquelle tous les peuples de différentes origines ethniques seraient respectés de la même façon. En outre, l'accusation a tenté de présenter des pièces à conviction qui n'ont aucun lien les uns entre les autres dans le but d'étayer le dol spécial. Au paragraphe 381 de leur mémoire en clôture. Lorsque vous analysez ces éléments dans le contexte correct et non pas en ne tenant pas compte des pièces à conviction citées, il n'y a aucune intention de faire s'évaporer ou disparaître une quelconque personne sur la simple base de son appartenance ethnique, et encore moins une intention de détruire les peuples musulmans, le peuple musulman en tout ou partie. En lieu et place de cela, on ne parle que du personnel de combat légitime qui constituait une menace s'agissant des forces ennemies combattantes. Par exemple, P 1969, cité par le bureau du procureur dans sa note de bas de page 1550 au paragraphe 381. Mladic déclare seulement qu'il n'y a que les Oustachis qui doivent disparaître. Et à la pièce P 3076, Mladic est préoccupé par le fait que l'ennemi doit disparaître. Il s'agit de l'ennemi qui constitue les forces de combat contre lesquelles il se défend. En outre, en préparant les pièces à conviction de la sorte et en compilant de la sorte, l'accusation s'est reposée sur plusieurs documents qui ne portent pas sur les 6 municipalités citées dans l'acte d'accusation pour le chef de génocide, P 327, page 2-3 et P 1960. L'accusation avance que l'intention génocidaire peut être prouvée au vu de la satisfaction exprimée
semble-t-il, par Mladic face aux actions menées par les combattants à Prijedor dans un entretien daté du mois d'octobre 1992. Mémoire en clôture de l'accusation, paragraphe 381. Il faut remarquer qu'il ne cite pas la VRS. Il parle de leurs combattants, P 7629, pages 2 et 3. Et ce que l'accusation omet de soulever au cours de ce même entretien, c'est que Mladic réitère son engagement en faveur de la paix en disant, et maintenant je cite les propos de M. Mladic, « Je souhaite que nous ayons déjà la paix au moment même où nous avons cet entretien ou tout de suite après, mais d'après moi, les difficultés ne seront pas résolues aussi rapidement. Pour ce qui est de l'armée, nous sommes prêts à nous asseoir autour d'une table et parler de la paix au jour d'aujourd'hui. Si les parties adverses font montre d'une telle volonté également, la paix sera réalisable et sera rétablie rapidement. » Fin de citation. P 7629, page 3. Ceci reprend des déclarations faites par M. Mladic au cours de l'année 1992, notamment la conversation téléphonique interceptée citée par l'accusation P327, pages 2 et 3, dans laquelle Mladic dit « Nous ne sommes pas en faveur des combats, nous sommes en faveur de la paix. » Point. Fin de citation. As such, On ne peut pas en conclure qu'il était au courant des crimes ou qu'il les approuvait, au vu de ces éléments de preuve. Étant donné que des interprétations plus légères peuvent être tirées si on reprend ces termes, il faut satisfaire à un critère élevé lorsqu'il s'agit de prouver l'intention de détruire. Il a été dit que certaines déclarations pouvaient indiquer qu'il y avait un parti pris sur un plan ethnique ou une intention de séparer les peuples en se fondant sur leur appartenance ethnique. Mais ces termes seuls ne permettent pas de démontrer une intention de détruire physiquement. Nous pouvons reprendre ici le jugement en première instance dans l'affaire Stakic, au paragraphe 519, où le jugement en première instance dans l'affaire Karadzic, paragraphe 2597, ou à la CIJ, l'affaire de la Bosnie-Herzégovine contre la Serbie et le Monténégro, paragraphe 190. De même, l'accusation voudrait nous faire croire que tout décès, crime ou blessure ou autres actes qui se sont produits dans les municipalités sont la preuve d'une intention génocidaire. Ils ont échoué à cet égard et n'ont pas pu démontrer non seulement la culpabilité de Mladic pour de tels décès, crimes, blessures ou autres actes, mais les actes en tant que tels pour prouver le génocide. En réalité, il a été démontré qu'aucun groupe n'était pris délibérément pour cible par la VRS. Les éléments de preuve montrent que de nombreux civils appartenant à tous les groupes ethniques ont été protégés par la VRS, malgré les événements qui se sont produits, ce qui contredit l'allégation de dol spécial. Ceci montre qu'il n'y avait aucune intention de détruire le groupe en tout ou partie dans l'esprit de M. Mladic. Par exemple, à Rogatica et à Kotor-Varoš, plusieurs villages musulmans ont été entièrement protégés pendant le conflit. Alors que l'accusation tente de se concentrer sur Satorovici, encore une fois, je souhaite que vous tournez votre attention sur le village de Burati et Verpolier. Le D1514 comme élément de preuve. Il s'agit d'un ordre envoyé par l'état-major principal et signé par le général Mladic, envoyé au commandant de la brigade de Rogatica. Cet ordre a été donné après le D958, un rapport qui évoque les
de quelle manière les villages pacifiques et loyaux des musulmans de Bosnie ont fait l'objet d'un harcèlement, ont été harcelés par des personnes inconnues. Dans cet ordre, le général Mladic dit, et je cite, « Prendre tout de suite des mesures pour protéger la population musulmane dans ces villages d'éventuels actes de violence de la part d'individus parce qu'ils ont montré leur allégeance envers la Republika Srpska. Deuxièmement, expliquer aux soldats et aux unités qui interviendront dans ces villages ou ceux qui que tout acte de violence contre le peuple de ces villages nuira politiquement à la Republika Srpska, à son armée et au peuple serbe en général. Troisièmement, s'agissant de l'exécution de cet ordre, les commandants des unités doivent répondre directement à moi. Point. Fermez les guillemets. Les éléments de preuve montrent que ces villages vivaient de façon pacifique avec leurs voisins serbes jusqu'à la fin de la guerre, lorsque certaines personnes sont parties, encore une fois de manière spécifique, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le général Mladic ou une quelconque entreprise criminelle commune. L'accusation voudrait vous faire croire que le général Mladic était animé d'une intention discriminatoire pour détruire les musulmans en 1992. Et c'est à ce moment-là qu'il donne cet ordre. Il agit pour protéger les musulmans de Bosnie, notamment des actes répréhensibles et non appropriés de ses compatriotes serbes. Il s'agit du doute raisonnable et donc de prononcer un acquittement. Comme à Sanski Most, où dans différents quartiers, plus de 100 habitants musulmans et croates avec plus de 1000 habitants musulmans et croates, dès 785, paragraphe 19. L'accusation a contesté cela aussi. Je souhaite que nous penchions là-dessus. Sur deux autres documents du général Mladic, dès 929 et dès 1503. Ces documents ont été établis en septembre et octobre 1995 et s'adressent au président Karadzic et au ministre de la police du MUP et porte précisément sur Sanski Most. Ces documents prouvent deux choses. Premièrement, ils prouvent que à la fin de la guerre, des non-serbes vivaient toujours dans la ville de Sanski Most, et ce, en grand nombre. Deuxièmement, ils montrent que le général Mladic s'efforce de prétager ces non-serbes, ces citoyens loyaux qui sont musulmans et croates, et de les protéger des crimes et du harcèlement d'Arkan. Comme ces documents montrent, le général Mladic n'approuve la maltraitance et les crimes commis par Arkan contre les non-serbes. Il n'approuve pas non plus Arkan et son groupe. Il les appelle des paramilitaires et dit que si la police et Karadzic n'agissent pas pour chasser ce groupe, l'armée utilisera les moyens militaires contre Arkan. On ne peut pas fermer les yeux devant les éléments de preuve en faveur du fait que Ratko Mladic a essayé de protéger des non-serbes, même par rapport à d'autres Serbes. De telles mesures ou actes de Ratko Mladic ne corroborent pas l'intention criminelle génocidaire, mais plutôt l'interprétation qui est compatible avec un doute raisonnable. Cela montre qu'il s'agit d'un soldat honorable essayant de sauver les vies et de protéger tous les peuples dans son pays, même les non-serbes, dans une guerre difficile et périlleuse. Cela impose l'acquittement. L'accusation ne s'est même pas rapproché du sommet de la pyramide lorsqu'il s'agit de tels éléments de preuve. Je ne sais pas dans quel détail je suis en mesure de parler de cela lorsqu'on parlera des municipalités la semaine prochaine, mais il faut se pencher sur la façon à laquelle les forces de la VRS commandées par le général Mladic étaient déployées dans des municipalités, dans des zones pour lesquelles l'accusation
allègue qu'il y a eu le génocide. Je vais parler de Kluch. C'est la pièce P3923. On peut maintenant voir la diapositive suivante concernant cette pièce. Et l'accusation a montré cette pièce à conviction pendant le procès. L'accusation a essayé de montrer que les forces de la VRS se trouvaient dans des villages et dans des zones qui ont été énumérées comme des endroits où il y avait des faits répertoriés dans l'acte d'accusation. Cela a été utilisé avec le témoin Kevatz. L'accusation ne voulait que montrer que la VRS était présente. Pour eux, cela était suffisant puisque, d'après la vue de l'accusation, la VRS est une entité criminelle et d'après eux, le fait d'être serbe représente aussi une infraction pénale. Et c'est pour cela que l'accusation ne s'est pas concentrée sur ce que la VRS a été ordonnée de faire et sur ce qu'ils ont réellement fait. L'accusation fait abstraction de la présence des combattants armés du parti ennemi ou leurs activités qui nécessitaient les opérations du ratissage du terrain. Pour ce qui est de la zone plus large de Kluch, le 30 mai 1992, cette note concerne Kluch. L'opération du ratissage du terrain a été effectuée pour se pencher sur la question des forces armées des musulmans de Bosnie qui étaient actives dans cette région. Regardons les résultats de cette opération. Résultats. Ont été arrêtées 250 personnes qui avaient rendu leurs armes. Après des enquêtes, 100 personnes on leur a permis de rentrer chez eux. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui veut dire qu'il s'agissait du génocide. L'entrée suivante, à peu près 1000 réfugiés se trouvent dans le village de Lyusha. Ces réfugiés ont pu rentrer chez eux après la fouille des villages avoisinants. Cela non plus ne ressemble pas au génocide. Le témoin Kevatz a dit dans son témoignage que cela est conforme à la façon à laquelle la JNA et la VRS ont mené des opérations du ratissage du terrain. La page du compte rendu 30 541 jusqu'à 30 544. Encore une fois, Monsieur le Président, Messieurs le juge, cela ne étaye pas la constatation pour ce qui est de l'intention discriminatoire et génocidaire. Le président Metrivetic, je regarde l'heure et je vois qu'il est venu le moment pour lever l'audience. Metrivetic, juste encore 20 secondes. Cela montre qu'il s'agissait des actions militaires légitimes qui étaient dirigées seulement contre les combattants armés ennemis. Sinon, pourquoi ces gens pouvaient-ils rentrer chez eux? C'est parce qu'il a été constaté qu'ils n'avaient pas utilisé leurs armes et qu'ils ne présentaient pas une menace. Et même si le déplacement provisoire de la population civile pendant les opérations du nettoyage ou du ratissage du terrain ou pendant des combats était suivi par le retour, c'est le résultat auquel on peut arriver. Et c'est l'acquittement. Et avant d'en finir, j'aimerais donc soulever deux questions pour ce qui est de D929 et 1503. Vous avez dit qu'il s'agissait des documents que le Jean Mladic a rendus en septembre et octobre 1995. D1503 n'est pas... D929 est une déclaration de témoin et non pas le document de Mladic rendu en septembre. Ensuite, j'aimerais vous poser une question pour ce qui est de la page du compte rendu 67. Vous avez fait référence à des mémoires en clôture, paragraphes 22, 62, 63 et 64. Vous avez dit cela après avoir dit que vous alliez parler de Srebrenica. 22, 64 parle des bombes aériennes modifiées. Donc, c'est une question liée à Sarajevo. Et pour ce qui est de 12 262 et 22, 63, ce sont des commentaires donnés dans le contexte du témoignage de M. Van der Weyden, ce qui concerne plutôt Sarajevo et non pas Srebrenica. Et je ne vous rends pas responsable de votre débit très rapide, mais j'aimerais juste vérifier tout
puisqu'il s'agit des sources par rapport auxquelles j'avais des difficultés de vous suivre, non pas à cause de votre discours, mais à cause des documents que vous avez, auxquels vous avez fait référence. Nous allons lever l'audience et la réponse qui était annoncée sera nous communiquée par écrit. Comme ça, nous allons nous pencher vers la fin de la journée. Nous allons reprendre lundi 12 décembre à 9h30 dans cette même salle d'audience. L'audience est levée.